Ce que j'aime dans la recherche, c'est que il y a beaucoup d'inattendus. On se pose pas mal de questions et on démarre avec des questions, on n'a pas les réponses. Donc c'est un petit peu comme des enquêtes. Il faut qu'on réunisse des éléments, des preuves. Parfois on formule une hypothèse. On est persuadé qu'on a raison, hein, que c'est comme ça que ça marche, et puis on se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche et c'est autre chose. Moi, c'est ça que j'aime, que vraiment parce que c'est vraiment une découverte dans ce cas-là. Ça, cette curiosité, c'est vraiment super. Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment? Découvre des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Être scientifique, ça peut être sportif et très outdoor. J'ai récemment lu un livre sur la montagne assez différent de ce que je lis d'habitude, qui m'a vraiment intéressée, fait rire aussi, et je me suis dit que cela pourrait faire un chouette épisode. Avis aux amoureux de la montagne, voici l'occasion d'en apprendre plus sur ce milieu, et si vous êtes comme moi, vous allez avoir quelques surprises. En plus, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, et Adeline vous révèle quelques fun facts sur les amphibiens, de quoi briller en société, ça peut toujours servir. En effet, aujourd'hui, on va parler donc avec Adeline Loyau, qui est biologiste, chercheuse, docteur en écoéthologie, spécialiste du comportement animal et des maladies de la faune sauvage, et aussi autrice, non seulement d'articles scientifiques, mais aussi d'un premier livre, Les tribulations d'une scientifique en montagne. De quoi avoir pour une fois un regard féminin sur la montagne et sur les sciences, et ça fait du bien. Bonjour Adeline Loyau. Bonjour. Alors, je suis vraiment très heureuse d'accueillir aujourd'hui dans le podcast une scientifique, et par la force des choses et par goût férue de montagne. Alors, c'est très drôle parce que quand on s'est parlé la première fois, on avait déjà l'impression de se connaître un petit peu. C'est des inconnus connus, puisque moi j'avais lu ton livre et donc je m'étais baladée pas mal en montagne avec toi. Et puis toi, tu avais écouté certains podcasts, donc c'était rigolo comme rencontre. C'est vraiment sympa de se parler en direct après. Alors, est-ce que je peux te demander de te présenter et ensuite on présentera ton travail? Alors, je suis chercheuse, comme tu as dit, chercheuse en écoéthologie, et je travaille au laboratoire écologie fonctionnelle et environnement à Toulouse. Et donc, j'ai une question de Valentine ici. Pourquoi as-tu voulu être spécialiste des grenouilles? Voilà, parce que on ne l'a pas encore dit, mais effectivement, ta spécialité, c'est les amphibiens, c'est ça? Oui, oui. Alors en fait, j'ai pas voulu au départ être spécialiste des grenouilles. En fait, moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était de travailler sur le comportement des animaux. Et au départ, je travaillais sur les oiseaux surtout. Et je suis devenue spécialiste des amphibiens un peu à mon insu, entre guillemets, parce que j'ai eu l'opportunité de démarrer un projet sur les amphibiens en montagne, de me joindre à un groupe de chercheurs qui était déjà constitué. Et comme tu l'as dit très bien, moi j'adorais la montagne. J'ai fait beaucoup de randonnées quand j'étais étudiante. J'avais vraiment enfin j'ai toujours une très grande passion pour la montagne. Et quand on m'a dit, eh ben écoute, voilà, tu as l'opportunité de partir travailler dans la montagne, faire de la randonnée pour accéder à des sites situés à 2000 mètres d'altitude. Moi, j'ai dit très bien, je passe des oiseaux aux amphibiens, ça me convient. Si c'est pour aller en montagne, je suis ravie. Et donc, j'ai appris avec toi, j'ai mais plein de nouveaux noms pour le Scrabble, hein, Alit, avec un Y, ça compte quand même pas mal. Proct, Swabé. Et donc, justement, c'est un peu la question de mon autre petite fille, Amandine. Comment vous faites vos analyses? Comment vous faites vos Alors, analyses? Parce qu'on a regardé ton livre, évidemment, hein, oui. qui est ici, Les tribulations d'une scientifique en montagne. Et on va encore reparler de ce livre et de son histoire d'ailleurs. Et donc elle voyait dans les pages du milieu, il y a de belles illustrations et elle te voyait avec les cotons-tiges, etc. Elle dit, mais ça se passe comment? Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai dit, écoute, là, ouais, je sais pas, faudra lui demander à elle. Alors, ben oui, en fait, comment on fait nos analyses? Eh ben, pour ça, déjà, on prend nos chaussures de randonnée, notre sac de randonnée. On met beaucoup de matériel scientifique
pique dans notre sac et on part en montagne. Donc en général, on marche plusieurs heures pour atteindre des sites qui sont situés en altitude. Et une fois qu'on arrive sur un site, on déballe tout notre matériel. On a plein de choses différentes. Donc notamment ces fameux cotons-tiges que maintenant tout le monde connaît très bien, mais avant quand je les montrais, les gens n'avaient aucune idée de à quoi ça servait. Et maintenant quand je les déballe et les gens me regardent effrayés, oh, vous mettez ça dans le nez des grenouilles? Non, non, moi pas dans le nez des grenouilles. Mais en effet, ouais, j'attrape des grenouilles, des têtards, des salamandres, et puis on leur frotte. Alors sur les têtards, on leur frotte la bouche avec le coton-tige, et sur les adultes, on frotte le corps, les petites mains aussi. Et avec ça, donc on range nos cotons-tiges. Après, dans notre sac de randonnée, on descend nos échantillons. Alors certains échantillons, parce qu'on prend pas que ça, on prend aussi des échantillons d'eau, des échantillons de sédiments, des échantillons de biofilms. Certains de nos échantillons, ils doivent être congelés sur place pour bien les maintenir, enfin voilà, qu'ils Qu'ils n'évoluent soient pas une stables, fois oui. qu'ils ont été prélevés. Et du coup, on se promène avec des glacières qui contiennent de la glace carbonique dans notre sac à dos. On congèle ou on met au froid nos échantillons selon leur destination. Après, en fin de journée, on redescend ça jusqu'au laboratoire et on les stocke dans des congélateurs ou des frigos. Et après, c'est analysé en labo, donc à Toulouse. Et donc là, ça dépend un petit peu des échantillons. Par exemple, les échantillons qui viennent des grenouilles, on leur a frotté le corps, on va chercher de l'ADN. Et donc là, c'est exactement comme genre le test PCR hein, du fameux Covid, c'est-à-dire que là, on a toute une opération en laboratoire, on va amplifier l'ADN et puis après le lire avec une machine spéciale qui va nous donner la quantité d'ADN et ça nous donne une quantité d'infection. Est-ce que la grenouille, elle n'est pas du tout infectée, test négatif? Est-ce que la grenouille est infectée, test positif? Et on peut même dire, est-ce qu'elle est beaucoup infectée ou pas beaucoup? Est-ce elle a beaucoup du pathogène sur elle ou pas trop? Et D'accord. après, il y a plein d'autres types d'échantillons. Là, on ne fait pas forcément les analyses nous-mêmes. On a la chance d'avoir à Toulouse des techniciens qui sont très spécialisés, qui sont des chimistes, à qui on confie nos échantillons. Et c'est eux qui les analysent avec des machines très, très performantes et qui coûtent extrêmement cher. Et ils nous donnent, donc eux, ils analysent les échantillons en aveugle. Ils ne savent pas l'échantillon, où est-ce qu'il a été prélevé, etc. Et ils nous donnent les données. Donc voilà, c'est analyser ce qu'on dit en aveugle. Comme D'accord. ça, les données sont vraiment très fiables et la personne n'est pas influencée par nos hypothèses de travail, par exemple. Ah ouais, super. Et donc, du coup, il est temps d'expliquer un peu ce que tu analyses plus en particulier, c'est-à-dire la chytride? Alors, le chytride, Le. c'est un champignon. Oui, ouais, enfin, il y a des gens. En fait, oui, on peut dire une chytride, pourquoi C'est pas. le. Ok. En Bien fait, on sait essayé, pas je vais pas trop jouer au parce loto aujourd'hui. que non, mais en fait, comme nos collègues qui nous ont formés sur le Kitride, en fait, sont des anglo-saxons. Bon, nous, on est parti sur le, mais on aurait très bien pu dire la Kitride, pourquoi pas. Il y a des gens qui disent la Kitride, hein, donc Ok, ben moi, c'est pas visiblement. faux en soi. Et alors, en fait, bon, le chytride, c'est un champignon pathogène donc qui touche les amphibiens, qui va coloniser la peau des amphibiens. Donc, si c'est des adultes, il va coloniser la peau. Si c'est des têtards, il va coloniser plutôt les pièces buccales, parce qu'en fait, le chytride, il se nourrit de kératine. Donc, il va là où est la kératine, en fait, sur les amphibiens. Et donc, ça dépend en fait un petit peu des espèces. Certaines espèces vont être ou résistantes ou tolérantes aux pathogènes. Donc, si elles sont résistantes, en fait, elles vont pas tomber malades, elles vont pouvoir porter le pathogène, par contre, sur elles, contaminer d'autres espèces, d'autres individus. Mais eux, ils se portent bien avec. Il y a des espèces qui sont tolérantes, donc là, ils vont vraiment pas développer du tout de symptômes, mais le champignon peut quand même proliférer un petit peu. Donc ça, ces individus ou ces espèces-là vont pouvoir servir de réservoir. Donc ça, c'est pas très bien pour les autres. Et puis, il y a des espèces qu'on appelle susceptibles. Donc c'est par exemple le fameux petit alite qui, lui, c'est notre espèce sentinelle parce que lui, au contraire, il tombe malade, malheureusement. Je vais faire simple, mais en fait, l'animal se dessèche et souvent on le trouve mort sous un caillou, vraiment à l'état de petite momie en fait. Et donc ça a pu décimer des populations vraiment entières. Nous, on a assisté
voilà, des disparitions de population dans la montagne à cause de ce champignon. Et ce n'est pas cantonné à tes Pyrénées. Tout à fait. En fait, c'est un champignon qui est présent mondialement, hein, Mhm. malheureusement. Alors, on a pu retracer un petit peu son parcours. Notre collègue Matthew Fisher, il a fait des études génétiques sur des échantillons qui venaient du monde entier et il a pu retracer son origine du côté de l'Asie. Et malheureusement, dans les années 70, 80, même 90 probablement, le champignon s'est répandu dans le monde entier avec au départ des mortalités qui étaient mystérieuses, puisqu'on ne savait pas que ce champignon existait, on ne connaissait pas l'existence de ce pathogène. Les amphibiens disparaissaient et on ne savait pas pourquoi. Et il se propage comment? On a une idée de ça? On ne sait pas trop bien, en fait, les spores, c'est un champignon qui fabrique des spores, donc qui relargue des spores dans l'eau, et ces spores-là sont motiles, donc ils vont en fait avoir une affinité pour des molécules qui sont fabriquées par la peau des amphibiens, et en fait, quand les spores sont relargués dans l'eau par un individu qui est malade, ces spores vont nager et vont se répandre en fait dans l'eau et chercher des hôtes à coloniser. Alors, comment le premier sport arrive là? Ça, c'est une bonne question. On ne sait pas forcément. Mais on sait que il y a plein d'autres espèces invasives, on va dire, je sais pas, je pense aux frelons asiatiques, par exemple, qui se sont répandus depuis l'Asie par le transport de marchandises, par le commerce, par le déplacement des gens. Donc, ce champignon, le chytride, il a fait pareil, en fait, hein. Il a fait de l'autostop à partir d'amphibiens, soit vivants, soit morts, hein. Peut-être des amphibiens même qui ont été vendus pour la consommation de cuisses de grenouilles ou ce genre de choses. Ah ouais, ouais, Donc, carrément. c'est tout à fait possible, hein. Ah Pourquoi ouais. pas? Ouais, bah du coup, oui, j'ai un peu mieux compris pourquoi. Je me disais, c'est quand même bizarre ces histoires quand on avait été en Nouvelle-Zélande, chaussures de marche non neuves ou extrêmement propres ne sont pas bienvenues du tout à l'aéroport. Et puis, il y a des paillassons dans les forêts. Tu te dis, bon, on a plutôt l'habitude de s'essuyer les pieds en rentrant chez soi. Là, tu as un paillasson pour rentrer dans la forêt. Tu dois te désinfecter les chaussures, ce que vous faites aussi régulièrement. Donc, Oui, en oui. lisant ton livre, j'ai un peu mieux compris qu'effectivement, nous aussi, on pouvait véhiculer des choses très malvenues avec nos chaussures bêtement. Alors, je pense à tous les trailers, etc., qui vont faire des ultra-trails à travers le monde. Je pense à tous les roues de VTT qui vont aussi un peu partout. Je me dis, ah ouais, mais mine de rien, c'est vrai que sans le savoir, on peut être des facteurs de contamination. C'est incroyable, ça. Oui. Oui, 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 en fait, on transporte tous à la surface de nos mains, de nos chaussures, oui, des roues de nos vélos, plein de micro-organismes, en fait, hein, qui s'accrochent là. Et puis, donc, si on fait des grandes distances, on fait du vélo un jour. Enfin, moi, je pense aussi aux pêcheurs, hein, le matériel de pêche, s'il n'est pas séché, les gens qui mettent des waders. Donc, il y a plein de choses qui peuvent s'accrocher dessus. Et si on va un jour pêcher ou faire une activité de loisir à un endroit, et puis le lendemain, on ne nettoie pas son matériel et on part à 100 ou 200 kilomètres, voilà, on peut transporter plein de choses microscopiques sans s'en rendre compte, tout à fait. Pour les lacs de montagne, justement, on imagine toujours l'eau pure des montagnes, etc. J'étais vachement surprise en apprenant qu'ils pouvaient être très pollués, en fait, en lisant ton livre. Oui, 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 tout à fait. En plus, bon, au moment où j'ai écrit le livre et où le livre est sorti, on avait donc déjà des éléments d'indication de pollution de lacs de montagne. Donc notamment, je raconte une histoire de mercure qui se promène à travers les poissons, qui monte en altitude depuis les piscicultures de basse altitude et est amené là-haut dans les lacs de haute altitude par l'empoisonnement par hélicoptère. Oui, c'est vraiment Donc ça, c'est nickel des... ça, hein, c'est tout ce qu'il faut pour la planète et l'environnement. Mais je connaissais pas ces histoires d'empoisonnement de lacs, quoi, en altitude. Ouais, ouais, ouais. En fait, beaucoup de gens ignorent que les lacs de montagne ne sont pas empoisonnés naturellement. En fait, d'ailleurs, on se demande bien quand on pose la question un petit peu aux gens, on leur dit, mais comment ils seraient arrivés là? Ils regardent le lac et ils se disent, ah ouais, quand même, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas de cascade, il n'y a pas de rivière qui arrive jusque-là. Comment le poisson aurait réussi à remonter? Et donc, en fait, on ignore souvent que oui, oui, les lacs sont empoisonnés. D'ailleurs, parfois avec des espèces
espèces nord-américaines, hein, même pas avec des espèces locales. Donc ça pose question, justement, quand je parlais de transport de pathogènes d'un continent à un autre. Bon, bah là, par exemple, typiquement, on a des pathogènes qui forcément sont arrivés avec les poissons, des micro-organismes, etc., d'Amérique du Nord jusqu'en Europe, et puis qui ont pu être maintenus dans les piscicultures et après sont introduits avec les poissons. Parce que quand on relargue les poissons par hélicoptère, on transporte aussi de l'eau avec, hein, et cette eau contient des algues, des micro-organismes, des tonnes de choses. Après, nous, on a justement sorti une étude ce printemps, donc qui n'était pas encore sortie quand j'ai sorti le livre, donc j'en parle pas dans le bouquin, mais cette étude a eu beaucoup d'écho en France, dans la presse écrite et puis à la radio, où on démontre, donc on a placé des petits capteurs, donc c'est simplement des sortes de feuilles de silicone qui imitent un corps gras placé dans l'eau. Donc on a placé ces feuilles de silicone dans 8 lacs des Pyrénées. Donc au début du printemps, on est retourné en été, enlever la feuille du printemps, en mettre une nouvelle, et on est retourné à l'automne, enlever la feuille de l'été. Et ça nous permet d'avoir une idée. Donc, ces capteurs, ils vont emmagasiner les polluants qui sont présents, les polluants organiques qui sont présents dans l'eau pendant la période où la feuille est restée dans l'eau. Et après, ça, analysé en laboratoire, donc ça prend des mois et des mois. Donc ces 16 feuilles ont livré le fait qu'il y avait énormément de polluants organiques dans les lacs de montagne. Donc par là qu'on trouve entre 70 et 80 molécules chimiques. Et au total, on a identifié, si je ne me trompe pas, 141 molécules. Il y en a une dizaine, on ne sait pas trop ce que c'est. On n'a pas réussi à les identifier. Donc il y a plus de 150 molécules chimiques qui se promènent dans les lacs de montagne. Donc en effet, on croit que l'eau est belle, pure, et en fait, non, il y a de la pollution dedans. En fait, ce qui va expliquer le grand nombre de molécules, c'est souvent des molécules qui sont épandues, donc des pesticides, des insecticides, des herbicides, plein de trucs en cide, qui sont donc des produits très doués pour tuer la vie, hein. Ça, c'est répandu dans les basses vallées, souvent par l'agriculture, et puis c'est remonté par les vents. Et puis, comme il fait frais en haut de la montagne, ça se condense dans des gouttelettes de pluie et ça retombe sur les sommets de montagne avec la pluie. Donc, ça contamine les lacs comme ça. Après, un autre mode d'introduction, c'est le bétail autour des lacs. Parce qu'on a trouvé certaines molécules, la diazinone, la permétrine, pour ne pas les nommer, ce sont des insecticides qui sont utilisés pour protéger le bétail contre les insectes piqueurs. Et donc ça, on les retrouve en assez grande quantité dans nos lacs de montagne. Et on a pu montrer que en fait, ces insecticides, ils sont très bons pour tuer le plancton. Donc ça tue les microcrustacés qui sont dans l'eau des lacs et ça modifie complètement les communautés planctoniques avec un très très grand appauvrissement de ces communautés planctoniques dans les lacs qui sont fortement contaminés. En résumé, gros déséquilibre, quoi. Gros déséquilibre. Après, il y a un autre mode d'introduction, mais alors, vu les quantités qu'on a trouvées et qui est un petit peu, on va dire, ça va probablement pas être le mode principal d'introduction, mais c'est aussi le tourisme. Alors, il y a des sprays anti-tiques qui sont vendus en pharmacie qui contiennent de la permétrine, par exemple. Et donc, il y a des randonneurs qui pourraient avoir envie de se mettre sur les chaussures, sur le bas du pantalon avant de partir en randonnée. Et du coup, quand ils traversent un ruisseau, ils vont mettre de ce produit-là dans le ruisseau, par exemple. Ah ouais, c'est vrai ça. Alors, il faut chercher en pharmacie des produits peut-être un peu plus naturels, moins dangereux pour Donc ça l'environnement. Il y a des existe. produits qui fonctionnent assez bien. Après, les pantalons longs, c'est la meilleure, Protection. voilà, une bonne protection comme ça, et de bonnes chaussettes, et puis des pantalons longs, on a moins de chances d'attraper des choses comme ça. Ça Voilà, marche comme aussi ça, très pour bien. tous ceux qui aiment la rando. Mm. Petite Mm. astuce au passage, pourquoi pas les prendre? Pour la permétrie, il y en a dans les colliers anti-puces pour chiens. Donc, si le chien, vous venez de changer son collier et puis que vous l'emmenez en montagne et qu'il a très chaud parce qu'il y a un changement climatique en cours, Ah bon? donc il aura envie de se baigner, et ben le chien donc va contaminer aussi le lac de montagne avec son collier anti-puce On tout n'y pense neuf. pas, hein, Ça, c'est c'est vrai. aussi Ouais. une voie d'introduction. Mm. Ouais, dis donc. Ah oui, tu parlais de ta manière de récolter 36 choses, de l'eau, des choses comme ça en montagne. Parfois, ça peut peser une blinde. Alors, déjà, tu es assez musclé, du coup, hein. On disait que parfois, des stagiaires que vous emmeniez avaient
pas mal de mal à vous suivre. Donc voilà, et pour ceux qui sont habitués aux sportifs dans les podcasts, ne vous inquiétez pas, elle l'est. Ce sont les sportifs silencieux, ceux qu'on ignore mais qui sont en montagne tous les jours, ou presque. Et donc parfois tu dois quand même te faire aider par 4 pattes plutôt que 2 pour porter tout ça. Et ça t'a amené certaines aventures qui font qu'effectivement ça s'appelle des tribulations Souvent les dans gens ton me livre. demandent, je sais pas, on va pas voir le livre là. Hop, pourquoi il y a des ânes en couverture? Ben en fait, voilà, donc les ânes en couverture, c'est nos assistantes de terrain. Alors en général, on a quand même plutôt des stagiaires ou des étudiants avec nous pour porter le matériel avec J'aime nous. beaucoup le lien. En général, on n'a pas des ânes, on prend des C'est stagiaires. plus rare qu'on prenne Bonjour les stagiaires qui les ânes écoutent. parce que les stagiaires sont plus facilement gérables. Non, en fait, les ânes, honnêtement, donc oui, c'est pour une manip, et c'est pour ça qu'ils sont en couverture. Pour une manip en laboratoire, on devait descendre 30 litres d'eau de la montagne. Donc là, on s'est dit 30 litres d'eau, c'est vraiment très lourd. Avec des humains, tout ça, c'est plus compliqué. Donc là, on va louer des ânes. Et puis, alors, c'est toute une aventure, vraiment. Moi, j'avais l'image un peu idyllique. On part avec son âne dans la montagne, et puis tout se passe bien, et c'est une super aventure. En plus, c'est trop, trop mignon, un âne, ça a une jolie tête et tout. Et puis la journée a un petit peu tourné au cauchemar. En fait, moi, je suis partie avec l'anémie. Alors déjà, dès le matin, l'anémie, il a dit, moi, j'y vais pas. Hein, le temps me plaît pas, il y a du brouillard, il fait pas beau. Il avait fait demi-tour, il était retourné au pré. Donc j'ai dit, bah oui, mais moi, mes collègues, ils sont déjà partis dans une autre vallée. Donc il faut qu'on récolte voilà, une certaine quantité d'un certain nombre de lacs. C'est pour une expérience au laboratoire. Tout est calé. Il faut qu'on récolte l'eau aujourd'hui pour lancer la manip demain. Il faut que l'eau soit récoltée en même temps sur les différents lacs pour que ce soit bien comparable. Et du coup, bah, j'ai dit à la dame, bah non, non, ramenez-moi l'âne, hein, moi et nous, il faut qu'on y aille. Donc ils ont fini par arriver avec presque 2 heures de retard avec l'âne au point de rendez-vous. Alors au début, l'âne a monté, hein. Alors par contre, il marche quand même assez lentement. Ça tombe bien quand on est déjà en retard. Même quand il marche pas si vite. Donc, bon, comme nous, en général, d'habitude, on carbure un peu. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, si on peut éviter, on prendrait pas un âne, ne serait-ce que pour la lenteur de la marche. Mais bon, voilà, là, on est parti avec l'âne. Et puis, en fait, je me suis retrouvée dans une situation avant le bout du chemin, devant la cabane d'un berger, où l'âne, là, il a décidé, non, maintenant, là, c'est ma limite. Alors, je sais pas comment ça s'est passé dans sa tête exactement. Moi, j'ai des hypothèses, hein. Mais je pense que c'est un animal, l'âne en général, un peu peureux. Et il a eu peur de quelque chose. Et là, il a décidé, non, là, trop, c'est trop. Là, c'est ma limite. Je ne dépasserai pas cette frontière. Je ne vais pas au-delà. Alors, il s'est pétrifié. Et puis, vraiment, il a refusé d'aller plus loin. Mais j'ai tout essayé pour le convaincre, hein, vraiment. Ah oui, toutes les histoires que j'avais entendues sur les ânes, c'est la première fois que je voyais un cas réel raconté par quelqu'un à qui c'était arrivé. Ah Mais non, c'est vraiment c'est le truc, t'as véridique. les 4 pattes comme ancrées dans le sol et il n'y a plus moyen. Ah, vraiment, vraiment, j'ai vraiment tout essayé, hein, là, mais impossible, impossible de le faire décoller. Donc, je suis partie furax. J'ai vidé tout mon sac à dos, tout mon matériel. Je lui ai tout laissé. Je suis partie juste avec un bidon, mon sac à dos, et je suis partie dans la montagne finir le travail. J'ai vécu des moments difficiles parce que j'ai pas réussi à descendre le 30 litres, c'était bien trop lourd pour moi. J'ai réussi à descendre Ben non, 22 litres déjà. Je suis assez fière de, c'est déjà pas de mal. ça. Ah, tu peux l'être parce que j'avais justement de sortir un épisode avec des jeunes gars bien costauds qui disaient qu'avec leur sac à dos de 22-25 Hmm. kilos, c'était déjà dur. Donc, Et chapeau. après, j'ai Non, eu un chapeau. moment de panique toute seule dans la montagne en me disant, j'ai laissé les clés de la voiture dans ma veste et ma veste est dans la sacoche de l'âne. Et l'âne sera-t-il resté à m'attendre? Ah, tu l'avais pas attaché. Alors l'âne, je l'avais attaché, mais à un panneau qui était branlant. Mais il a eu la Ah bonne oui. idée, l'âne, de s'arrêter quand même juste en face du panneau. Je sais pas si vous voulez lire la direction ou quoi. Il est resté là, face à son panneau. Je me suis dit, oh, ça tombe bien, donc je vais l'attacher là. Mais après, je me suis dit, mais non, mais le panneau, il tient pas, en fait. L'âne, s'il veut redescendre, Tu devais compter sur l'effet psychologique. ouais, 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 non, mais là, en fait, il va s'être barré avec les clés de la voiture et tout. Il va être rentré dans son pré. Donc, je n'en dis pas plus, mais j'ai vraiment eu un grand, grand, grand moment de solitude avec mes 22 dans mon sac C'est à un, dos. c'est un passage super chouette ça valait la peine de faire la couverture, effectivement.
Alors, tu as aussi une histoire, tu as fort impressionné tes stagiaires, toujours, quand tu ne les prends pas pour des ânes, ou peut-être en ranimant un triton. Alors, je ne savais même pas qu'un triton pouvait se noyer, et je savais encore moins qu'on pouvait ranimer ces petites bestioles. Alors oui, ça c'est une histoire Explique-moi. qui m'est arrivée dans la montagne. Alors l'idée ne m'est pas venue de moi-même de ranimer un triton. En fait, j'avais l'idée, mais m'a été soufflée par Vas-y, quelqu'un d'autre. balance Ouais, les je autres. balance les autres. Donc j'ai un collègue. C'est pas moi qui... Je- Moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Non, c'est pas moi. Mais après, tu n'as écouté que ton bon cœur, sachant que oui, c'était possible. Voilà, en fait, je suis partie capturer des calotritons, ramasser des euproctes dans des torrents de montagne avec un spécialiste de l'espèce qui me raconte que parfois, voilà, le transport se passe pas super bien et que ça lui est arrivé quelquefois de devoir ranimer un calotriton en lui faisant un massage cardiaque. Donc j'étais tellement épatée, j'imaginais la scène en me disant mais c'est incroyable ce truc. Et donc j'étais tellement épatée que ça m'est vraiment bien resté en mémoire. Mais je m'imaginais pas vivre cette scène Mais donc, c'est pas moi-même. du bouche à bouche. Ah si si, alors lui il m'a pas parlé de bouche à bouche, mais il m'a parlé, voilà, il massait le cœur pour refaire repartir le truc, parce que les calotritons avaient l'air un petit peu choqués. Et puis alors moi ça m'est donc arrivé en montagne, on était à environ 1800 mètres d'altitude, et on faisait une manip avec une stagiaire sur des petits tritons, donc là des tritons palmés, donc ça fait 1 gramme. Le mâle, il fait à peu près 1 gramme. La femelle, elle a fait à peu près 2 grammes. Donc, c'est vraiment des petites bêtes. Elles sont vraiment Ah toutes ouais. petites. Et puis, alors, Ah oui, deux phalanges, quoi. on avait installé des nasses dans une mare. Et puis, en fait, on capturait des tritons, on les mettait dans la nasse. Et en fait, très vite, on les marquait avec comme une sorte de petit tatouage avec un petit point coloré pour pouvoir les reconnaître, et on les relâchait aussitôt. Et en fait, on s'est pas rendu compte qu'il y avait une femelle triton qui s'était... Parce qu'en fait, souvent, quand ils sont dans la nasse, en fait, ça attire un peu les autres individus. Ils ont la curiosité d'aller voir leurs copains. Bah, Mhm. qu'est-ce qu'ils font là? Et elle s'est mise par en dessous, en fait, sous la grille. Et quand on a soulevé la nasse, on s'est rendu compte qu'elle était dessous. Et c'est vrai qu'elle bougeait pas. Elle était... Enfin, elle avait l'air morte, hein. Elle avait dû se coincer là-dessous. Et puis, je sais pas trop, pas bien respirer. Alors, elle a respiré par sa peau, par l'intermédiaire de l'eau. Elle peut récupérer quand même de l'oxygène, mais elle pouvait pas respirer par les Ah poumons. ouais. Et du coup, moi, j'ai pensé qu'elle était noyée. Et ma stagiaire aussi. Et puis finalement, les paroles, les fameuses paroles de oh, j'ai fait des massages cardiaques à des calotritons, donc qui sont quand même des bêtes un petit peu plus grosses quand même, me sont revenues en mémoire, et je me suis dit, bah allez, je tente le tout pour le tout. Et donc je lui ouvre la bouche, je lui fais un bouche à bouche et un petit massage cardiaque. Et ma stagiaire me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas la tête. Elle se dit, mais elle a pété un plomb là, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'elle commence à bouger, quoi. Et là, je lui dis, mais Fanny, regarde, elle bouge. Et ma Fanny me dit, mais non, mais c'est dans ta tête. Et elle regarde, elle dit, mais en fait, si, je crois qu'elle commence à bouger. Alors moi, je continue mon massage cardiaque. Et après, en effet, bon, peut-être aussi je la réchauffe bien avec mes mains, et tout ça, ça aide hein, à relancer un peu le cœur, Oui. relancer la circulation. Et puis, en effet, on a pu ranimer, j'ai pu ranimer la petite tritone. C'était une petite femelle. J'aurais pas pensé faire ça dans ma vie, franchement. Ben non, je dois dire, c'était assez étonnant, hein. Alors, quand Gléno et moi t'avais envoyé ton livre, je m'étais dit, bah ok, pourquoi pas, pour une fois avoir une femme sur un podcast, c'est bien, c'est chouette, une scientifique en plus géniale, c'est moins courant, et montagnarde de surcroît, bah voilà, c'est nickel, quoi, hein. Toi, grande montagnarde, tu passes combien d'heures? Tu sais plus ou moins combien d'heures tu passes en montagne en saison? Non, ça j'ai pas calculé, mais c'est vraiment Intense. des jours et des jours, c'est intense. En fait, alors ça dépend des années, ça dépend de la force de travail qu'on a. Si on, il y a certaines années où on était surtout Dirk et moi, donc mon mari et moi, donc là on pouvait pas faire autant de prélèvements qu'on voulait. Si on a plus d'aide, on peut en faire un peu plus souvent. En fait, on a une trentaine de lacs des Pyrénées qu'on suit depuis 15 ans. Et en saison, donc pendant l'été, on y va au minimum 2 fois pour visiter chacun des lacs. Et si on est plus nombreux, on peut y aller 3 fois. Alors, chaque campagne d'échantillonnage, donc une visite de chacun de ces lacs, ça fait à peu près 100 km de marche dans la montagne.
C'est un étudiant, notre thésard, qui a évalué ça. Il a une montre hyper connectée, enfin qui mesure les distances parcourues, les dénivelés, etc. Et qui lui a fait le calcul. Et nous, on n'avait pas réalisé avant. Il fallait faire le boulot, donc on y allait. Et quand on a réalisé, ah oui, d'accord, on marche, tout ça, c'est du C'est boulot. respectable, ouais, 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 tout à fait. Ouais, je m'imaginais dans la tête et je rigolais parce que je me dis, il y a tous les gens aventuriers, influenceurs qui font la traversée des Pyrénées, etc. Suivis, waouh, waouh. Voilà, ils sont hyper admirés. Puis je me dis, je vous imagine, vous, en train de les dépasser pour aller faire vos trucs, suivis par personne, mais faisant encore mieux et plus régulièrement. Je trouve, c'est dingue, quoi. Enfin, ça m'avait beaucoup amusé d'imaginer un en train de faire des selfies avec sa webcam et puis vous en train de passer, aller faire votre taf encore plus vite. Et voilà. Et alors, franchement, ton livre est un vrai régal. C'est ton premier livre, Oui. hein, c'est c'est super bien écrit, c'est passionnant, c'est très drôle. Et alors, tu m'as expliqué quand on a préparé l'épisode qu'en fait, ce livre, il a une belle histoire aussi. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de l'histoire de ce livre hein, qui est bourré d'anecdotes comme ça. Et ben, c'est un peu un conte de fées version édition, ce livre. En fait, je ne m'attendais pas à écrire ce livre, en fait, finalement. L'histoire complète, c'est que je connaissais la collection Hommes et montagnes de chez Glénat par une auteure locale de l'Ariège qui avait publié un livre chez eux, Mon enfance sauvage de Jala Maria Longa, qui raconte son enfance de hippie dans les montagnes de Massat. Donc, je découvre la collection, je suis cette collection. Et je me rends compte qu'il publie un certain nombre de livres sur les métiers de la montagne. Donc, il y a la première femme guide de haute montagne de France qui raconte son parcours. Ah, j'ai bien envie de le lire. Là, Ouais, tu m'en c'est as parlé, vraiment ça me donne très, envie très aussi. Ouais. intéressant. Et puis en plus, il y a son regard en tant que femme dans ce milieu ultra masculin qui est vraiment très, très sympa. Et un médecin de haute montagne, un secouriste du peloton de gendarmerie de haute montagne, histoire d'un berger. Enfin, donc je me dis, tiens, les métiers de la montagne, il se passe quelque chose chez Glénat autour de ça. Donc j'ai hâte de lire un livre d'un chercheur qui travaille. Alors je sais pas, moi j'imaginais qui étudie les glaciers dans les Alpes. Ça serait vraiment super chouette. Et puis l'idée fait son chemin dans ma tête où je me dis, mais en fait, ce chercheur pourrait être moi finalement, parce que je travaille en montagne et j'ai plein d'anecdotes rigolotes à raconter. Et puis j'ai des messages voilà, que j'aimerais bien faire passer aux gens. Puis j'ai souvent des randonneurs qui me disent, ah, mais c'est dommage qu'on ne sache pas tout ce que vous faites, votre travail est hyper intéressant, vos résultats en fait circulent dans le milieu scientifique, mais nous, les gens du public, on aimerait être au courant. Ah oui, oui, carrément. Ça a été vraiment passionnant, quoi. Comme on dit, c'est un peu un mini polar, quoi. Cette histoire, mais d'où vient ce Chytride? Est-il là? Et c'est très, très bien écrit. On comprend beaucoup, beaucoup mieux ce que vous faites et la vie aussi d'un scientifique, d'ailleurs. Donc, ouais, ouais. Donc en fait, du coup, je me suis dit, bah voilà, je me lance, je contacte Glénat parce que je me dis, je pourrais leur proposer un texte, mais j'ai pas envie de passer des mois et des mois à rédiger quelque chose, et puis qu'entre-temps, je vois que Tout un plouf. livre un peu similaire est publié et que je mets tout mon travail à la poubelle. Donc j'ai contacté l'éditrice de la collection par le formulaire en ligne disponible sur Internet. Simplement. Donc, c'est la preuve que les éditeurs lisent les courriers qu'on leur envoie. On m'a répondu très gentiment que, en gros, le message disait, bah, on n'est pas vraiment intéressé parce que on publie pas de choses scientifiques, nous, hein. On est un éditeur qui publie pour le grand public. Donc, j'ai répondu que bah, ça tombait très bien parce que ce que j'avais en tête, c'était à destination du grand public. Et puis, ils m'ont dit, et puis on s'engagera de toute façon que sur un texte final. Ah, pas de problème pour moi parce que dans l'édition scientifique, c'est aussi comme ça que ça marche. Mais voilà, l'éditrice m'a laissé la porte ouverte en me disant, ben, proposez-moi un synopsis. Et moi, j'étais tellement naïve que je savais même pas ce que c'était un synopsis, hein. J'ai dû regarder sur Internet. Et donc, c'est un résumé entier du livre. Et donc, j'ai pris 3 semaines quand même pour rédiger un synopsis qui tienne la route. J'ai réfléchi quel serait mon fil rouge, donc un projet de recherche de bout en bout, depuis la constitution de l'équipe jusqu'aux résultats, la publication des résultats, etc., pour expliquer vraiment le processus scientifique. Et puis ce que j'allais mettre à l'intérieur, quelle histoire je voulais raconter. Et j'ai voulu que le livre soit sous forme d'anecdotes. Donc j'ai réfléchi vraiment en amont à quelles histoires, quelles anecdotes j'allais intégrer dans le livre. Et là, l'éditrice m'a répondu,
en me demandant si j'acceptais qu'elle propose le projet aux autres éditeurs, enfin qu'ils en parlent en réunion d'équipe. Donc déjà, j'étais très étonnée. Oui, ça l'intéresse. Et puis après, elle m'a dit, bah oui, oui, on est intéressé. Voilà, allez-y, vous pouvez commencer à rédiger. Et là, j'ai eu un gros moment de doute en me disant, mais j'en suis pas capable en fait. Dans quoi je me suis C'est embarquée? ça. Mon Dieu, c'est une grande montagne. Vais-je réussir à parvenir au sommet? Mais c'était très bien parce que du coup, ça m'a forcé. Il y avait quelqu'un qui m'attendait au tournant, hein, donc tout de suite, ça change la donne. Sinon, je pense que j'aurais pris des années à rédiger et là, ça a pris quelques mois. Donc voilà. Bah oui, on entend toujours tellement d'histoires de manuscrits refusés et puis là, acceptés avant même d'avoir Avant, été voilà. rédigés. Je crois que tu avais même presque un contrat, non? Que Mm. tu disais, c'est pas possible, pas C'est possible. ça, exactement. Et elle m'a commencé à me parler de contrat avant d'avoir le texte. Donc, bon, pour valider le contrat, ils m'ont demandé de rédiger le premier chapitre. Donc, moi, j'en ai rédigé Mhm. deux pour avoir la conscience tranquille et que je me dise, bon, comme ça, elle sait vraiment de quoi je suis capable ou pas. Est-ce que ça, Est-ce que c'est le bon ton? Ouais. voilà, est-ce que ça Mhm. l'intéresse vraiment de cette manière-là? Et vu le contrat qui est revenu en boomerang, bah, c'est que ça allait plutôt bien. Et puis pour moi, c'était aussi une chouette aventure de découvrir une manière différente de procéder. Dans l'édition scientifique, honnêtement, c'est très violent. On soumet des articles, c'est relu par des évaluateurs externes qui sont des chercheurs spécialistes du sujet, qui parfois sont sévères et parfois même utilisent des expressions qui sont même pas très polies. Enfin, il y a beaucoup de violence, je trouve. Et là, j'ai découvert une autre manière de procéder, plus douce, plus bienveillante. Je trouve qu'on a aussi, nous, en sciences, des choses à apprendre du milieu de l'édition grand public. Bah oui, justement, avec ton livre, je suis pas la seule. D'ailleurs, tu as eu des retours par rapport à ça. J'ai découvert la vie d'un scientifique, ce que c'est vraiment. Donc, c'est pas du tout évident, hein. Donc, moi, j'ai toujours dit que le jour où on paierait les chercheurs comme on paie les lobbyistes des secteurs pétroliers, agrochimie, pharma, etc., ben, on ferait des bons de géants. Donc, je recommande d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le monde du lobbying, un film vraiment intéressant parce qu'il est basé sur une histoire vraie, c'est celle du glyphosate et des Monsanto Papers. C'est le film Goliath de Frédéric Tellier. Je sais pas si toi, tu l'as vu avec Pierre Ninet Non, non, je qui l'ai pas vu. excelle. Moi, j'ai pas encore. Je voulais avoir le temps de le voir avant cet épisode. J'ai pas eu le temps, mais déjà, moi, j'avais vu une conférence avec un agriculteur qui avait les larmes aux yeux après avoir vu ce film. Il se dit, il y a rien qui est faux. C'est vrai que c'est tout basé sur des faits réels, et c'est vraiment sa vie. Lui, il se faisait menacer, etc. par ces groupes-là. Et il faut le savoir. C'est pas Mm. du tout gentil ce qui se passe derrière. Donc, je ne vais pas rentrer dans la critique du film, mais il y a l'avantage de montrer tous les rouages de la décrédibilisation des victimes et des lanceurs d'alerte, les manœuvres d'intimidation des gros lobbies à ceux qui les dénoncent, la manière dont il est possible de faire passer sous silence les cancers et les morts pour sauver le sacro-saint profit en ayant un accès privilégié aux décideurs au plus haut niveau. Voilà. Donc, chère Adeline, vraiment, j'aimerais qu'un jour, ce soit les chercheurs qui bénéficient de ces salaires et de ces moyens d'action. Je pense que la crise climatique n'aurait jamais existé ou que sa prise en charge aurait été radicalement plus rapide et efficace si ça avait été le cas. Donc voilà, je me permets cette parenthèse, car plonger dans ton livre, c'était aussi plonger dans l'univers de la recherche. Et je connaissais un peu de loin, mais avec toi, j'ai vraiment pris la mesure de ce que c'était une vie de chercheur, les contrats temporaires à n'en plus finir. Et donc, je n'en ai que plus d'admiration pour ceux qui choisissent cette carrière et des sujets de recherche absolument nécessaires, mais sous-financés. Merci à tous les scientifiques qui sont dans le cas et qui écoutent peut-être. Voilà. Alors, je recommande ton livre à tous ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment une très bonne approche de l'accès, justement, donner accès au grand public à ce qui se passe un petit peu dans tous ces laboratoires. Oui, ils font des choses utiles, en fait. Mais on ne le sait pas assez, et ça, c'est dommage. Ils font des trucs marrants aussi, parce qu'on ne fait pas que... C'est pas triste, quand même, hein. Puis, on vit des aventures. La montagne, toi, tu connais la pluie, la neige, le brouillard. Et puis, tu connais aussi les incendies de forêt. Vous avez déjà échappé belle. Oui, un incendie de forêt en Corse, un typhon à Taïwan, les inondations en Allemagne en 2013. Où ils étaient en train d'ouvrir tous les polders un par un pour éviter que les villes soient totalement inondées. Et moi, j'avais eu la très bonne idée justement ce printemps-là de travailler sur un polder et d'être, voilà, de vivre et d'aller travailler sous la menace d'une inondation potentielle. Donc oui, on s'ennuie pas, hein. Voilà, elle risque aussi bien d'être noyée que brûlée, donc tout va bien.
Tu Il vis paraît que avec c'est les très éléments. sympa de faire du terrain avec moi, c'est pas du tout. Mais sinon, vachement plus drôle, t'avais rassemblé des fun facts, des choses étonnantes sur les amphibiens. Oui, oui, il y a les amphibiens, en fait, moi, donc c'est un univers, comme je disais, je connaissais pas forcément au début, je travaillais sur les oiseaux au départ, avant de commencer ce projet, donc j'ai découvert un peu les amphibiens et du coup, je les amène dans le livre un petit peu avec ma curiosité, où quand je commence à découvrir leur monde, où je me rends compte, mais les amphibiens font des choses absolument extraordinaires, mais bien plus même que les oiseaux, c'est un truc de fou. En fait, je pourrais raconter plein plein de choses. J'ai fait une petite sélection, mais il y a vraiment des amphibiens, déjà, ils sont capables de régénérer des organes entiers. Les amphibiens qui ont des queues, les urodèles, les salamandres, les tritons, et moi, j'en ai vu sur le terrain. Donc, c'est vraiment impressionnant, des bestioles qui se sont fait manger, genre une patte arrière, et puis on voit un peu l'os qui ressort, et puis la patte a commencé à repousser. Donc, la peau, les os, les tendons, les muscles, tout ça, c'est capable de repousser et de refabriquer un organe entier. On se dit, mais Ok. si nous, on était capable de faire ça, ça serait formidable. Il y aurait plus C'est de la gens amputés. reconstruction, Il comme y dans a- le film de Besson, le cinquième élément, là où tu vois, il n'y a pas que lui hein, qui a fait ça, Incroyable. un SF, mais donc eux, les tritons, ils n'ont pas besoin de toutes ces machines de Ils science-fiction. savent Ça faire y est, ça, ils ouais, savent c'est faire dingue ça. ça. Pâte entière, je savais Oui, pas. ils savent faire ça, par exemple. Alors, ça, on en rêverait. Enfin, je veux Ah dire, oui, pour la médecine, les amphibiens, c'est un groupe d'espèces formidable à étudier parce que si on est capable de percer leurs secrets, on pourrait faire des tonnes de choses, soigner des gens de façon formidable, refabriquer des cœurs, refabriquer des poumons, par exemple, pour pouvoir greffer à quelqu'un son propre poumon, quelque part. Ça ouais. serait incroyable Plus si on d'orgeat, ça pouvait tu faire penses, c'est ça. le rêve. Il y a un petit crapaud, par exemple, qui est le crapaud galet ou le crapaud caillou. Lui, il est capable de survivre à un crash test. Donc là, on aurait personne qui mourrait dans des accidents si on était capable de faire comme ce crapaud. Or, c'est un crapaud qui vit au Venezuela, dans la montagne, au hasard. Il vit en montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et en Mhm. fait, quand il est menacé par un danger, en fait, sa stratégie de survie, c'est il se contracte, il se met en boule, il forme une boule très très compacte, mais à la fois compacte et élastique. Et en fait, il dégringole du relief et comme ça, il s'enfuit. Il descend, il descend, il descend la montagne et il échappe à ses prédateurs comme ça. Et On il a trouvé le ressort. vrai euh, Rolling Stone. Incroyable, exactement, c'est un Rolling Stone. Il est capable de survivre, voilà, des fois à des chutes de centaines de mètres. Non, Lui, aucun souci. Il y a une petite grenouille. Alors, son histoire, c'est à la fois fascinant et triste parce que cette grenouille, on pense qu'elle a disparu à l'heure actuelle. Donc, c'est une grenouille qui vivait en Australie. mhm. Et c'est une grenouille pour, pour produire des bébés et bien les protéger jusqu'à ce qu'ils deviennent des petits adultes. En fait, elle avale ses œufs. C'est Mhm. la grenouille à incubation gastrique de l'Australie qui a été Ok. découverte dans les années 70 et elle fait des trucs tellement extraordinaires qu'au début, quand son comportement a été décrit, la communauté scientifique a dit non mais vous rigolez, ces trucs-là c'est pas possible. C'est la même Ah, ces réaction que Australiens, quand quel on a blagueur. découvert ouais, comme la même réaction que quand on a découvert l'ornithorynque. Quoi, une bestiole qui a des poils, des mamelles, mais un bec et qui pond des œufs? Non, mais vous Il est racontez n'importe quoi, ça mignon. n'existe pas. Et du coup, cette grenouille, en fait, ce qu'elle fait, donc la maman avale les œufs et les petits têtards éclosent à l'intérieur du ventre de la maman, dans son estomac, et elle les incube comme ça pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'elles deviennent des petites grenouilles et que, en fait, elle contracte un petit peu son ventre et puis ça lui fait expulser des petites grenouilles, une vingtaine de petites grenouilles déjà formées, déjà métamorphosées. Un truc absolument incroyable. Et les scientifiques disaient, mais non, mais c'est pas possible. À l'intérieur de l'estomac, il y a des sucs gastriques, Oui, oui, c'est ça. enfin, ça digérerait les têtards.
vous me racontez n'importe quoi. Mais en fait, elle a la capacité de stopper la production de ses sucs gastriques, justement, et donc ne digère pas ses propres enfants. Et Et elle ne pendant les man- toute la elle période, mange pas pendant 3 semaines alors, quoi. elle mange Ah, pas pendant environ 6 semaines. ah, si. Et donc, il Ouf. faut qu'elle fasse des réserves un petit peu avant. Mais comme ça, elle a ses bébés, alors pas dans une poche comme, comme un marsupial, mais dans son estomac. Et puis, comme ça, elle peut les protéger des dangers, les déplacer. C'est absolument incroyable. Ah, Et c'est alors, fou ça. malheureusement, cette grenouille, à peu près 10 ans après sa découverte, elle était déjà, elle est considérée aujourd'hui comme disparue, et Oh. justement à cause du chytride Ah. sur lequel on travaille, le fameux pathogène qui touche les amphibiens, les tue dans le monde entier. Elle aurait disparu à cause du chytride en l'espace d'une dizaine d'années. Alors, on croise les doigts. Moi, j'espère toujours un peu secrètement qu'il y ait quelques individus qui aient survécu quelque part cachés dans une forêt Mhm. dont on n'est pas au courant, et que peut-être un jour on va les redécouvrir. Ça serait formidable, hein, parce que je suis une éternelle optimiste. Mais à l'heure actuelle, elle est considérée comme éteinte. Mhm. Après, il y a une autre grenouille qui fait aussi un truc absolument formidable, c'est la grenouille des bois. Donc la grenouille des bois, elle vit en Amérique du Nord. Elle ressemble un petit peu à notre grenouille rousse physiquement. C'est une grenouille un petit peu marron. Et alors en Amérique du Nord, l'hiver, il fait vraiment très très froid. Alors elle, et puis les amphibiens, en fait, ils sont pas comme nous, ils maintiennent pas leur température corporelle à nous, on se maintient à 37 degrés à peu près. Et les grenouilles, elles sont dépendantes pour leur température interne du milieu extérieur. Et en fait, ce qui est embêtant quand on est une grenouille et qu'on vit en Amérique du Nord, c'est que les hivers là-bas, ils sont très très froids. Et du coup, on a notre température corporelle qui va du coup bien descendre, même parfois en dessous de zéro. Et ça pourrait être un souci. On peut congeler et mourir, hein. Nous, on a des grenouilles dans les lacs de montagne. On en trouve des grenouilles mortes assez régulièrement à cause d'événements climatiques. Elles ont eu trop froid, elles étaient dans l'eau, paf, elles sont mortes. Alors Mhm. la grenouille des bois d'Amérique du Nord, elle a développé une stratégie vraiment particulière. Elle est capable de congeler. En fait, pendant l'hiver, elle va congeler. Son cœur va même s'arrêter de battre, mais elle est capable de décongeler et après de repartir. Et elle a de l'antigel qui circule dans son sang et cet antigel, c'est du glycogène, donc c'est un sucre. Elle va produire énormément de sucre, concentrer beaucoup de sucre dans son sang, transporter ce sucre jusqu'à tous ses organes et concentrer vraiment ses cellules en sucre pour éviter que les cellules éclatent. Et c'est ça qui lui permet de congeler. Il y a une vidéo sur YouTube de la BBC. On voit la grenouille des bois congelée et se décongeler. Quand on la Ah, je voit vais au essayer de la départ, trouver vraiment pour mettre dans les son notes de œil est l'épisode. congelé. Oh, Ouais. c'est fou, hein. C'est un truc de fou. On voit vraiment Hibernatus. son œil se décongeler. Et ouais, Hibernatus qui décongèle. Et après, le cœur repart et elle reprend sa vie normale, quoi. Et genre, elle a dormi tout l'hiver, congelée. Dur, mais dur comme un caillou, quoi. C'est dingue ça. Et c'est Wow. fou. Ça fait rêver des explorateurs polaires, ça. Tu m'avais pas parlé aussi d'une grenouille absolument énorme. Alors oui, il y a une grenouille. Alors ce sont plutôt des salamandres en fait, Ah oui, vraiment très ok. très énormes. L'amphibien le plus gros qui est actuellement vivant, c'est une salamandre de Chine. Alors qui en fait serait probablement un ensemble de plusieurs espèces différentes, mais c'est des salamandres qui sont gigantesques. Moi, j'ai jamais vu en vrai, mais il paraît qu'elle fait 1,50 m de long. Et elle fait entre 45 et 50 kilos. Enfin, c'est vraiment une énorme, énorme bête. Mais c'est même pas le plus gros amphibien qui a vécu sur Terre. En fait, autrefois, au moment où les amphibiens sont sortis, au moment où les vertébrés sont sortis de l'eau, en fait, pour coloniser la vie terrestre, en fait, c'était des amphibiens qui ont réussi à faire ça. Les premiers vertébrés à sortir de l'eau, c'était des amphibiens. Et du coup, ils ont colonisé les milieux terrestres de façon assez efficace. Mhm. Et il y a plein, plein, plein d'espèces qui ont proliféré, qui se sont développées.
Et il y avait notamment une espèce de salamandre qui s'appelle l'Eriops et qui était énorme et qui était même 2 fois plus grosse que cette fameuse salamandre de Chine dont je viens de parler. Donc l'Eriops, on l'a estimé à peu près plus de 2 mètres de long. On a retrouvé quelques squelettes. Mhm. Donc on a estimé à peu près 2 mètres de long la bestiole et presque 100 kilos, 90 kilos à peu près le poids. Donc vraiment une Pas espèce sûr de qu'elle sautait celle-là, dinosaure. hein. Non, je pense qu'elle rampait et elle devait manger des vers de terre, des insectes, vraiment, mais en grande quantité, Ah hein, oui, pour c'est se ça, pour nourrir 100 kilos en maintenir. verre de terre, il faut déjà y aller, ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Là, vraiment. Ah, c'est intéressant. Tu avais aussi un crapaud accoucheur. C'est le crapaud accoucheur qui se laisse bouffer le dos, là, je sais plus très bien, il y a des trucs dedans Alors, quand il y même. a. Ouais. Alors, celle-là, c'est la grenouille de Raps. C'est gore! Oui, oui, oui. Alors celle-là, c'est une autre petite grenouille Je les confonds toutes, c'est pas grave. oui, 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 qui se fait manger le dos. Alors elle se fait manger le dos par le papa. C'est le papa comme Lalit. Alors Lalit, il se fait pas manger le dos, mais c'est aussi le papa qui s'occupe des petits. Mais la grenouille de Raps, voilà, le papa s'occupe des petits têtards, s'occupe des bébés. Il les garde en fait sur son dos et pour se nourrir, les têtards lui grignotent la peau du dos. C'est chouette, ouais. On t'aime, papa. Alors, chez cette espèce-là, en fait, quand on dit que vos enfants vous coûtent la peau des fesses, bah lui, ça lui coûte la peau du dos. Et ça se régénère ou il finit par en mourir Non, 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 oui, oui, ça se régénère et puis l'année prochaine, ça recommence. Ok, il vaut mieux être ça que le mari d'une menthe religieuse, alors ça va. Le mari, je suis gentille. Voilà. J'ai des enfants encore en bas âge, hein, donc c'est encore la maman, le papa, le mari, la femme. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal, hein, ça donne envie d'en connaître plus sur les batraces. Bah, peut-être dans ton prochain livre. Mais pourquoi pas? Non, mais quand tu commences à explorer, c'est passionnant. Je crois que maintenant, quand je vais croiser un amphibien, je les regarderai plus du tout de la même manière. C'est super chouette ce genre de livre. Bon, on va arriver tout doucement à la fin de cet entretien et j'aimerais terminer par des questions que j'aime bien. Alors pour toi, avec ton point de vue, j'espère que mon chien va s'arrêter d'aboyer, c'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie, vivre ses rêves et vivre un grand projet? D'abord, est-ce que tu vis la vie que tu aimes? Oui, 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 je vis la vie que j'aime. J'ai la chance, quand j'ai commencé à faire de la recherche, honnêtement, j'aurais jamais pensé que je pourrais mélanger tous les ingrédients, faire de la recherche, travailler avec des animaux en montagne. J'adore aussi les livres. Là, je publie un livre. Honnêtement, c'est une aventure qui est formidable. Là, avoir Hmm. choisi cette voie, c'est ça qui me permet de réaliser quasiment tous mes rêves. Là, je peux mélanger toutes ces choses que j'adore. Tu es donc bien la bonne C'est personne à qui poser la question. C'est quoi les ingrédients pour toi pour réussir une vie? c'est compliqué. Je pense que les ingrédients, ils sont différents d'une personne à l'autre. Tout à fait. Alors, les ingrédients que je vais mettre moi pour ma vie à moi vont pas forcément correspondre à quelqu'un d'autre. Moi, je dirais que oui, Les oui. tiens. Les miens, il me faut quand même de l'aventure. J'aime que le quotidien soit différent, plein de surprises. Alors, même des fois des mauvaises surprises, franchement, si on n'avait que des bonnes surprises tout le temps, je pense qu'on s'ennuierait au bout d'un moment. Ce que j'aime dans la recherche, c'est il y a beaucoup d'inattendus. On se pose pas mal de questions et comme je l'explique dans le livre, on démarre avec des questions, on n'a pas les réponses. Donc c'est un petit peu comme des enquêtes. Il faut qu'on réunisse des éléments, des preuves. Parfois, on formule une hypothèse. On est persuadé qu'on a raison, hein, que c'est comme ça que ça marche, et puis on se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche, et c'est autre chose. Et Et c'est là que c'est justement, encore je plus trouve ça intéressant. exact. Moi, c'est ça que j'aime, que vraiment parce que c'est vraiment une découverte dans ce cas-là, où on se dit, mais ah, je m'étais trompée, mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même découvert ce qui se passait, et ça, cette curiosité, c'est vraiment super. Mhm. Et donc ouais, de l'inattendu, des aventures, rencontrer des gens. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de raconter cette aventure-là, de ce projet
de recherche-là, c'est parce que j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens vraiment formidables, avec une ambiance dans le projet qui était vraiment super. Ce sont des gens qui sont très impliqués pour les amphibiens, qui font pas forcément passer leur carrière de chercheur en premier avec une stratégie de carrière, d'obtenir un poste, etc., etc., mais qui sont animés par le bien de la communauté, le bien pour la biodiversité, faire les choses importantes qui, eux, leur paraissent importantes pour faire avancer les choses, aller dans la bonne direction. Et ça, quand même, je trouve que c'est vraiment important. Être Parce avec que des des gens fois, motivés, investis, ouais. oui, 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 oui. Ça, c'est stimulant, Vraiment, ouais. parce que Investis des pour fois, certaines causes, pas juste investis dans le fait de gagner le plus de thunes possible. Ça, faut pas choisir voilà, la c'est recherche ça. d'ailleurs. Non, là, c'est Oui. sûr. Oui, oui, si vous avez une belle idée de carrière en tête, bon, moi, je me dis, avec le recul, si j'avais eu que ma carrière en tête, c'est sûr que j'aurais fait des choix très, très différents. Parce que travailler dans la montagne, travailler sur ce sujet-là, il y a beaucoup de désavantages. Récolter les échantillons, ça prend énormément de temps. Donc, quelque part, on part avec un handicap quand on est dans la compétition avec d'autres personnes. Mais moi, je trouve que c'est ça qui m'animait moi et qui était le plus important pour moi. Donc, ma passion, mon cœur allait dans cette direction-là et j'ai préféré suivre ça. Mais voilà, après, d'autres personnes font d'autres choix. Tout à fait, oui, 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 mais je crois que c'est toujours la même chose. Quand même, qui revient, on a no- ce qui est nos passions peut différer, mais je crois que c'est quand même une des choses dans la vie, c'est si on ne suit pas sa passion, Mm. disons que si on trahit ses rêves d'enfant, on va dire, hein, si on sait que l'enfant qu'on était ne serait pas fier de ce qu'on est devenu, je crois qu'on n'est pas heureux. Donc, Mm. ouais, voilà. Moi, je crois que c'est. Enfin, oui, j'avais lu ça hier. Je trouvais que c'est une belle définition. Est-ce que petit moi serait content de ce que je suis là ou pas? Voilà, est-ce que content d'être devenu grand finalement, d'avoir eu autant d'anniversaires, tu Je sais? pense que la petite Adeline, elle aurait du mal à croire qu'en fait, elle peut faire ça. J'ai le souvenir, je raconte dans le livre, à mes 12 ans, je découvre la montagne l'été et je suis absolument fascinée. Moi, je viens d'une région, la Brie, où c'est tout plat. Je connaissais pas la montagne et je me souviens encore de la sensation ça m'a pris dans le ventre de découvrir, waouh, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est superbe. Mais j'aurais jamais pu rêver de travailler en montagne. Faire de la science que j'adore en montagne, travailler avec des animaux. Voilà, si on m'avait dit que je pouvais réunir tout ça dans mon métier, mais j'aurais dit, mais non, mais non, c'est trop beau pour N'en être rajoutez vrai. pas trop. Voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ou te motive? Une citation que j'aime bien, c'est la seule constante, c'est le changement. C'est une Ah, extra. citation d'Einstein Mhm. et je trouve que c'est Pour une vraiment, scientifique, oui, c'est un choix. je trouve que ça montre bien que oui, le monde est en évolution, les espèces sont en évolution et que on est dans un équilibre dynamique en fait. On le voit pas forcément, mais en fait, il se passe beaucoup de choses et on part vers une certaine direction. Donc Mhm. ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais pour le moment? Quelles sont tes actualités du moment, tes projets futurs? Bah là, on vient juste de finir la saison de collecte de terrain de cet été. Donc là, le projet, enfin la suite maintenant, ça va être d'analyser les échantillons et de découvrir bah, justement un petit peu tous les résultats de ce qui se passe dans nos échantillons ou dans les lacs de montagne. Et puis bon, on sait que cet été a été un été très spécial, donc on va avoir des surprises forcément. Il va y avoir des choses inattendues à cause de la façon dont le climat était cet été. Et puis ben, de continuer les projets
projets qui sont en cours. Alors, moi, je parle rarement des projets en cours, en fait, parce que tant que les résultats sont pas publiés, en Il fait, faut pas. il y a un petit peu le saut du secret. On dit pas forcément sur quoi on travaille précisément et dans quelle direction on va, mais L'enquête oui, on va avoir se des poursuit. choses intéressantes. Oui. Oui, c'est bien la première fois que j'ai envie d'en savoir plus sur l'état d'une recherche scientifique. Je me dis, oui, mais la suite, attends, j'ai lu tout le livre. C'était comme un roman policier, maintenant je vais connaître la suite. Donc je crois que je vais continuer à me renseigner. Bah, très bien, très bien. Ça veut dire que j'ai réussi mon pari. Ah ben écoute, un grand merci pour ton temps, Adeline. Et tout le meilleur pour vous et vos recherches alors. Eh ben, un très très grand merci à toi pour ton intérêt, pour jeter la lumière sur le livre et expliquer que nos aventures un petit peu scientifiques dans la montagne, une approche un petit peu différente. Merci beaucoup et j'aime bien, comme je te disais déjà, l'ambiance très décontractée et sympathique de nos échanges. On se connaît pas beaucoup, mais j'ai l'impression de parler à une copine sur le canapé avec ma tisane, c'est super. J'ai juste pas envie d'arrêter l'épisode. Je me dis, oh ouais, après, c'est fini. Ah, mais n'hésite pas, on reste en contact. Hein, et Ah bah si c'est tu avec veux grand venir plaisir. avec nous en montagne, n'hésite pas. Ah bah écoute, ça me tente, hein, parce que tu la vends bien. Hein. Bah très bien. Voilà, un grand merci à toi. Très belle journée, merci encore. Merci beaucoup. Tu trouveras toutes les infos sur l'invité dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode sur storyfic.com où tu retrouveras en plus toutes les photos, vidéos, citations et autres liens dont on a parlé. Tu y trouveras donc la vidéo de la grenouille des bois qui gèle et qui dégèle et aussi un lien vers la chaîne YouTube d'Adeline et Dirk. Je te mets aussi le lien vers le livre d'Adeline, évidemment, que je recommande chaudement. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storyfic soutient la reforestation, donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Tu peux aussi t'abonner à Storyfic sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, Facebook et LinkedIn principalement, et ça me fait toujours plaisir de te lire, donc n'hésite pas si tu as envie de m'envoyer un message pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode ou pour me suggérer un invité. Merci et à bientôt.